Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Bauer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, professeur émérite de criminologie au CNAM, au Conseil international des arts et métiers. Vous publiez Trump, le pouvoir des mots, décryptage d'une redoutable mécanique de persuasion de masse. C'est aux éditions First. Juste avant, on parlait du Bitcoin. C'est pas votre tasse de thé, le Bitcoin ou Non, j'en ai eu un au tout début quand il valait 0,1 quelque chose. Il est sur un PC quelque part et je regrette beaucoup de ne pas avoir ni retrouvé le PC ni retrouvé le Bitcoin. Ah bah oui. Je n'ai jamais spéculé sur quoi que ce soit de ma vie. Je regarde avec intérêt, mais voilà. Par contre, j'ai des filleuls qui sont extrêmement intéressés. Et alors, ils sont gagnants ou pas? Ça dépend. Vous savez, le problème dans la vie du Bitcoin, comme dans tous les Ponzi crypto possibles et imaginables, c'est de ne pas être le dernier. Tant que vous êtes l'avant-dernier, tout va bien. Bon, il faut qu'on parle de ce livre parce que, en fait, quand on vous lit, on comprend bien que ceux qui traitent Donald Trump de fou, d'erratique, de dangereux, de simplet, n'ont rien compris au personnage. En tout cas, pour la partie erratique, simplet et fou. Oui, il ne faut pas psychiatriser Donald Trump, mais pour ceux qui le connaissent depuis longtemps ou qui l'ont redécouvert, moi je le connais depuis les années 2000. Alors à l'époque, il était démocrate, promoteur immobilier et patron d'hôtel. Il était très intéressé aux problématiques de sécurité à New York. Je pense qu'à l'époque, il voulait être maire de New York ou sénateur de New York ou vice-président des États-Unis, éventuellement déjà dans sa tête président des États-Unis. Mais Donald Trump a tout expliqué de ce qu'était sa vie et l'organisation de sa vie en 1987 en achetant pour $100 000, ce qui n'est pas rien, un très bel investissement, un papier complet dans le New York Times pour expliquer ce qu'on devrait faire en matière d'économie et d'affaires étrangères contre le Japon. Qui était à l'époque la Chine. Le grand concurrent. Et puis en 2000, il a écrit un livre remarquable, The America We Deserve, l'Amérique que nous méritons, qui est son programme électoral. Et entre-temps, il a découvert plusieurs choses dans la vie. Un Roy Cohn, qui était l'avocat de son père et qui était l'avocat de Joseph McCarthy, donc c'est le petit homme gris que vous voyez dans la commission des activités anti-américaines du temps du McCarthyisme. C'est Roy Cohn, un avocat exceptionnellement doué, qui a été son mentor politique. Et puis, il a découvert la télé-réalité. Et depuis cette période-là, vous avez un Trump rationnel, organisé, structuré, qui veut le pouvoir pour le business, et un autre qui est provocateur, qui utilise la digression comme une manière de ne pas traiter les sujets, parfois la divagation, mais il y a plusieurs Trump dans le Trump. Voilà, et donc il y en a au moins deux. Oui. Et donc voilà, donc c'est une erreur de dire qu'il est simplet, qu'il est erratique, c'est pas ça en fait. Il y a d'un côté un Trump que vous qualifiez de sophistiqué, intelligent, rationnel, et de l'autre il y a le Trump provocateur, grossier et brutal. Oui, et on peut avoir les deux en même temps. Qui cohabitent. Et en fonction du moment, de l'exposition extérieure. Par exemple, beaucoup de vos collègues qui se font insulter toute la journée sur le réseau X, ex-Twitter de Trump, sont parfois reçus en privé à la Maison-Blanche et sont totalement effarés du côté, vous reprendrez bien du thé, des petits gâteaux, je vais vous faire visiter la maison. En privé, il est bien sûr, vous avez aimable. deux événements. Un de The Atlantic, dont le rédacteur en chef se fait insulter à longueur de journée par Donald Trump, qui à 3h du matin l'invite en disant « Viens me voir à la Maison-Blanche ». Vers 7h du matin, le rédacteur chef se dit « Je vais quand même vérifier que ce n'est pas une erreur ». Il dit « Non, viens ». Et il raconte en 33 pages d'interview, sa visite hallucinée et hallucinante à la Maison-Blanche avec un Trump charmant. Vos collègues de New York Times passent 4 heures avec Donald Trump. Donald Trump est le New York Times, il passe son temps à en dire les pires horreurs, et il est accueillant, sympathique, aimable. Il a un coup de téléphone avec le président de la Colombie, il dit « Non, mais restez !» Bon, vous racontez rien, mais je vais vous montrer comment c'est la vraie diplomatie. Et les autres ça, c'est de la transparence, pardon, on peut lui accorder bien sûr. Alors ça, il n'est pas hypocrite, il est extrêmement transparent, mais il peut aussi être en privé aussi aimable qu'il est provocateur, agressif et méchant en public. Donc c'est pas un Dr Jekyll et Mr Hyde, il y a une logique, il y a une cohérence en fait. Moi je pense qu'il y a une cohérence structurelle et qu'il a parfaitement compris depuis toujours, comme Roy Cohn lui avait expliqué, ce que j'explique dans le livre, page 19, vous avez la méthode Trump, qui est « n'avoue jamais, sature l'espace médiatique, les mots sont des armes, tu n'es jamais perdant, quoi qu'il arrive, tu es gagnant, même si tu as perdu ». Enfin, vous avez toute une série d'éléments. Ne pas reconnaître. Ne jamais reconnaître sa défaite. Ah voilà. Et là, on n'a jamais perdu. Là, on se dit, voilà, 2020. Mais tout est comme ça. Non, même avant. Avant, je rappelle qu'il a fait plusieurs faillites. Sa compagnie aérienne, son université, son empire immobilier à plusieurs reprises, ses casinos. Mais non. En fait, chaque fois, il a rebondi parce qu'il n'a jamais perdu. Et il a toujours structuré ce phénomène-là en tapant très haut, très fort, et en obtenant un deal à un moment ou un autre. Alors ça, c'est le troisième ouvrage, né de la télé-réalité,
The Art of the Deal, où il explique grosso modo tout ce qu'il fait en politique internationale, tout ce qu'il fait avec les tarifs douaniers. Tout ça marche exactement de la même manière. Ce qui est fascinant, c'est qu'il nous a écrit comment il marchait et que nous faisons d'immenses efforts pour ne pas le croire. On dit « ben non, c'est pas vrai, il va pas le faire ». Si, il marche comme ça. Et donc la provocation, ça sert à nous fasciner, à nous sidérer, pour avoir et à le meilleur éviter de deal nous rendre possible. compte que pendant qu'on regarde ce que fait sa main gauche, sa main droite est en train de nous piquer notre portefeuille. Ça marche très bien. Donc tout est business chez Trump, on y revient. Tout est business. Avec un parfois... Y compris le Bitcoin, pour revenir. Ben, j'allais ou venir. le stablecoin, ou le mélange des genres. Liberty Coin. Oui, mais avec un mélange des genres dans le business, entre l'intérêt des États-Unis... Ça n'existe qu'en France. La moraline, c'est chez nous. Ça n'existe pas aux États-Unis. Le mélange des genres n'a jamais été un problème américain. Jamais. Chercher à enrichir les États-Unis, s'enrichir soi-même au passage, c'est pas... Ça marche. C'est autorisé. Mais pas chez nous. Bah, heureusement, mais voilà, c'est pas la même je voulais entendre, culture, ni le même système. Mais on ne peut pas juger les États-Unis à l'aune de notre propre système culturel, qui par ailleurs a évolué, mais nous sommes un pays qui a un État qui a 1000 ans. Les États-Unis en ont un peu 300. Ouais. On dit souvent que le vocabulaire de Trump, et on le voit au travers de ses tweets, est limité. Vous qui avez analysé son langage... vous avez dans le livre les deux Trump, un Trump sophistiqué, structuré, avec un langage châtié, un très bel anglais. On a du mal à le croire. Et puis le Trump, vous avez dans le discours de l'ONU, alors c'est le seul moment où vous avez les deux Trump groupés. Discours de l'ONU, il arrive, il dit « Ah, l'escalator est en panne, ah, le prompteur est en panne, ah, rien ne marche ici ». 20 lignes d'un truc totalement cohérent sur ma politique internationale, voilà comment ça devrait marcher. Puis on repart sur « Ah oui, le comble en chien n'est pas terrible, ah si c'est moi qui avais fabriqué ici, ça serait mieux, ah votre marbre est quand même de très mauvaise qualité ». 20 lignes sur la restructuration du monde. Voilà. Et vous avez plusieurs Trump, et ces Trump-là ne sont pas uniquement ceux qui interjectent, insultent. Non, il y en a plusieurs. Alors ça n'empêche pas de temps en temps la digression. J'ai un problème sur un sujet, je vais donc en parler d'un autre. Donc on va parler de l'Islande, non, on va parler du Groenland, non, on va parler de Cuba, non, on va parler du Venezuela, non, je vais m'occuper de l'Iran, non, je m'occupe de Gaza, non, je fais une ONU bis. Et ça, c'est une pratique d'enfumage. C'est très cohérent. Avec l'objectif derrière de gagner quelque chose à la fin. Il faut gagner quelque chose à la fin, dans chaque dossier. Et dans chaque dossier, il a gagné quelque chose, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Donc derrière cette logique d'attaque systématique, permanente, la stratégie, on y revient, c'est de gagner quelque chose à la fin. La stratégie, c'est d'abord la sidération. Ouais. Une fois que vous êtes sidéré, vous ne pensez plus parce que vous êtes choqué, estomaqué, et vous arrêtez de penser, vous arrêtez de réfléchir en disant quelle est la logique rationnelle de ce qu'il est en train de faire. Et une fois que vous commencez à réfléchir à ça, vous découvrez la réalité du Trump. En fait, je décrypte dans le livre 3 moments de Trump. Un premier moment qui est comment politiquement il a été structuré par Roy Cohn. Un processus politique de formation et de transformation d'un héritier qui voulait se faire un prénom, qui est devenu Donald J. Trump, mais qui à l'époque n'était que le fils de Fred. Deuxièmement, comment il utilise les mots comme des armes, conformément à ce qu'il y a, avec des éléments systématiquement hyperboliques. Tout ce qui le concernait extraordinaire, gigantesque, amazing, voilà. Et tout ce qui est l'opposition est nul, horrible, affreux, jamais on n'a vu pire. Vous l'avez vu avec la cérémonie d'ouverture du Bad Bunny. Bad Bunny. Et puis, vous avez un troisième élément qui est quand même une analyse sémiologique de derrière ces mots, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche. Et enfin, je vous ai mis des discours. Les discours de Trump lors de son investiture, structuré, cohérent, très bon anglais, parfaitement systématisé, enfin une vraie cohérence de langage. Et puis je vous ai mis quelques folies furieuses avec des éléments agressifs, des phrases agressives, etc. Et ce discours de l'ONU, qui avant celui de Davos, était la représentation la plus parfaite de tous les Trump en un seul discours. Celui de Davos aussi était un modèle du genre. Oui, alors il est arrivé un peu tard pour être dans le livre, mais celui de l'ONU était le test initial, la préparation structurelle. Et donc vous avez tout ça qui vous montre que, preuve en main, le Trump dont on parle n'est pas seulement une tentative de le dépsychiatriser, parce que ce n'est pas la question, de comprendre quelle est la rationalité et la structure même de ce que fait Trump et comment anticiper d'ailleurs ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait de manière systématique. Donc les Européens pourraient penser que sa pensée est folle, mais que le type n'est pas fou. Non. Sa pensée n'est pas folle et le type n'est pas fou. Mais par contre, la manière dont nous réagissons est systématique. Comment est-ce qu'on fait ? Nos intérêts. Comment est-ce qu'on fait pour parler le même langage que lui ? Comment les dirigeants européens doivent réagir et comment se positionner, sachant que la flagornerie, on a compris quand on vous écoute que ça ne marche pas avec lui.
Mais le rapport de force avec Xi Jinping, c'est intéressant parce que Ça marche. Trump ne respecte que les forts et les puissants. Et Poutine. Ouais. Et donc la démonstration, c'est quand vous résistez à Trump d'une manière ou d'une autre, il n'est pas dit que vous allez gagner. Sur les tarifs douaniers vous allez être respecté. européens, on a courbé les Chines, on s'est pris du 15%. On aurait dû faire quoi et on aurait gagné quoi? Couper Starlink, couper ce qu'a fait Lula. On ne le cite jamais, mais il a coupé Starlink 1 mois. Elon Musk a craqué. Il ne s'est rien passé. Donc la force. Il n'y a que ça qui fonctionne structurellement. Et ne pas avoir peur de... Jamais. Ils ont plus à perdre. Ils ont plus à perdre. Les géants de la tech ont plus à perdre que nous. Oui, mais nous, en termes de commerce extérieur, on est beaucoup plus gros qu'eux. Europe versus États-Unis. Oui. Et nos entreprises, ça fait très mal. S'il n'y a plus de F-35, s'il n'y a plus d'achat de quoi que ce soit, s'il n'y a plus d'achat de Boeing, le rapport de force, c'est un rapport de force. À la fin, il y a un deal. Il ne faut pas oublier, Trump ne veut pas la guerre, il veut le deal. C'est ça l'avantage. Il ne va pas à la confrontation ultime. D'ailleurs, on le sent bien. Hier, on a vu apparaître des éléments dans l'affaire Iran avec l'Iran sur, en fait, on pourrait trouver un deal. On vous tape dans 2 endroits, vous nous tapez dans 2 endroits et tout le monde a montré sa force. C'est un deal. Ce sont des processus permanents. Il cherche quoi sur l'Iran? Parce que pour le coup, il y a sa grande armada qui manifestement ne fait pas peur à Téhéran. C'est une digression. Non, l'armada fait très peur à Téhéran, mais Téhéran a les moyens de faire beaucoup de dégâts, puisqu'ils l'ont démontré déjà dans la guerre des 12 jours en faisant beaucoup de dégâts en Israël. Puisque 7 de leurs missiles ont réussi à transpercer le dôme de fer, dont 2 ou 3 sont tombés sur la base de Dimona, celle où il y a les F-35, mais surtout le nucléaire israélien, une grosse destruction sur l'Institut Weizmann à Tel Aviv. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui existent et qu'il faut prendre en considération. Là, il y a un enjeu qui est qu'est-ce que je peux me permettre de perdre dans cette confrontation. Comme il est en retard sur le mouvement social et qu'il n'avait pas les moyens de mettre en place sur la contestation en Iran. Un blocus, ce qu'il a fait, une protection de ses alliés, ce qu'il est en train de terminer, juste en train. Le dernier élément est arrivé dans la nuit à Qatar, et une capacité d'attaque plus ou moins ciblée. C'est pour la protection de ses alliés dans la région? Bien sûr. Les Tahad, les missiles haute altitude, ce n'est pas pour taper, c'est pour protéger. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats et évidemment Bahreïn et évidemment Israël. Et puis le troisième problème, c'est attaquer, donc des attaques ciblées. Mais son grand problème, c'est qu'il n'a pas de remplaçant à l'ayatollah Khamenei. Le guide est toujours là et il n'y a pas de vice-présidente vénézuélienne bienveillante prête à se vendre pour trouver une solution dont la démocratisation n'est pas l'enjeu de Donald Trump. L'enjeu de Donald Trump, c'est un deal visant à couper une partie des exportations iraniennes vers la Chine, en pétrole. Son objectif en pétrole, à isoler l'Iran pour obtenir quelques accords et sur le nucléaire et sur les nouveaux missiles, et puis basta. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas d'interlocuteur à la place du guide. Il aurait pu le faire éliminer la fois précédente. Tout le monde sait, enfin, en tout cas les Israéliens comme les Américains savent où est le guide. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de remplaçant. Et le seul homme qui est capable de négocier intelligemment pour l'Iran n'est pas dans les négociations. Ali Larijani, le président du Conseil de sécurité nationale, le seul homme de confiance d'Ali Khamenei. Le patron des gardiens de la Révolution a été changé l'année dernière. Il est pire que son précédent et il est personnellement responsable des 5, 10, 20 ou 30 000 morts. Le clergé combattant n'existe plus. La secte de Hodjatieh est quand même extraordinairement marginalisée. Il reste plus grand monde. L'opposition n'est pas structurée. Elle est soit morte, soit en prison. On sent bien qu'il y a une immense difficulté. Le fils du Shah n'est pas suffisamment puissant pour être un élément de stabilisation politique et ils ne veulent surtout pas le chaos. Surtout pas le chaos. Donc, les Turcs ont essayé désespérément de lancer une opération. Ils ont 600 km de frontières. Hein, c'est pas... Voilà. Donc, il y a l'Empire perse d'un côté, parce que ce que nous appelons l'Iran et l'Empire perse, il ne faut jamais oublier le message et la nostalgie impériale. L'Empire ottoman, ce que nous appelons nous la Turquie, est ici aussi, les Saoudiens. Bref, tout le monde a intérêt à trouver une solution. Personne ne veut de déstabilisation, personne ne veut de démocratisation, mais tout le monde veut affaiblir l'Iran à condition qu'il n'y ait pas de guerre. Affaiblir l'Iran. Un interlocuteur.
affaiblir l'Iran, notamment en matière d'uranium, parce que Téhéran a dit qu'il ne renoncera pas à enrichir Oui. l'uranium, même si une guerre lui est imposée. Donc on se dit, qu'est-ce que gagne pour l'instant Donald Trump dans cette affaire? Pour l'instant, il revient soit au JCPOA, dit accord de Vienne, celui qu'il a lui-même dénoncé en disant que c'était une preuve de faiblesse. Et donc il s'est enfermé lui-même là dans un processus rhétorique un peu compliqué, parce qu'à la fin, il faut quand même qu'il gagne quelque chose. Or, on ne sait pas exactement ce qu'il peut gagner. Et de toute façon, cette négociation ne peut pas aboutir, faute de négociateurs iraniens. Bon, pourquoi Trump est si complaisant avec Poutine? Parce que c'est un homme fort, c'est un bro, c'est une bromance. Ouais. Il y a 3 hommes forts, lui, Xi Jinping et Poutine, plus quelques annexes, le président Erdogan, etc. Mais enfin, ils se reconnaissent comme tels. Donc ils ont décidé de partager le monde. Et donc son problème, c'est de décrocher Vladimir Poutine de Xi Jinping. Oui. En fait, le monde que nous avons vu de manière horizontale pendant des dizaines d'années, en fait, il est devenu vertical. Alors les Chinois ont été les premiers, ils ont fait une carte verticale du monde avec la Chine au milieu. Les Américains ont dit, je vais faire pareil, ils ont une carte verticale du monde avec les États-Unis au milieu qui va de l'Alaska au Groenland. Et au milieu, nous, il y a la zone de prédation. C'est ce qu'on est pour Donald Trump, oui. L'Europe. Pour Donald Trump, pour Xi Jinping, accessoirement pour... On est le premier marché économique du monde. Mais oui, mais nous ne sommes qu'un marché. En marché, on fait son marché. Ce n'est pas une puissance. Oui, qui j'appelle quand j'appelle les Européens? C'est toujours la même question. Hein. Oui, personne. Madame von der Leyen, mais comme dirait l'autre, ça n'a pas prouvé l'efficacité du sujet. Certains aux États-Unis ont affublé Trump de l'acronyme TACO. Oui. Trump always checks out. Oui. Ça Chickens out. Chickens out, oui. C'est pareil. C'est une partie de son problème. D'ailleurs, c'est chaque fois qu'il se fait appeler TACO, il bombarde quelque chose, pour montrer qu'il ne l'est pas. Mais globalement, il a toujours fait à peu près machine arrière, sauf sur les sites nucléaires iraniens, en soutien d'Israël. Est-ce qu'il se faisait appeler TACO? Mais sinon, sur les droits de douane, sur le Groenland, sur la Chine... sur les droits de douane, ils sont toujours plus élevés qu'ils ne l'étaient au début. Ça, c'est vrai. Ils étaient à 3%, on est à 16%. On est passé de 3% à 16%. Oui. Donc, il dit moyenne. 100, mais on ne retombe pas à 0. On est à 15, on est à 13, on est à 25, on est à 28, on est en 33, on est à tout ce que vous voulez, mais ils sont toujours supérieurs à... À la fin de la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, Européens? Exister. Non, mais c'est un choix. Hein. En 1958, le général de Gaulle écrit au président Eisenhower et au Premier ministre Macmillan en disant « Bon, écoutez les gars, l'après-guerre, c'est fini, on est en reconstruction. » Alors, il y a 2 moyens de voir désormais l'Alliance Atlantique. Une alliance de vassaux, je n'en serai pas, et une alliance d'alliés, travaillons ensemble. Il est le seul à le dire. Tous les autres se couchent devant les Américains. Tous. Les Allemands, les Anglais, tous. Le général de Gaulle a quitté le commandement intégré de l'Alliance Atlantique et pendant très longtemps, nous avons été un pays reconnu comme un des leaders de l'indépendance et de l'autonomie stratégique tout en étant des alliés fidèles des États-Unis, on l'a montré à plusieurs reprises, en indiquant qu'on pouvait protéger l'Allemagne et le Benelux en cas d'attaque soviétique en étendant le champ d'action de la force nucléaire, comme quoi ce n'est pas un sujet nouveau, c'est dans une circulaire de 1962. Voilà. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui commandent beaucoup de choses et qui ne savent pas lire ou qui ne font pas l'effort d'aller chercher les sources. Le travail que moi j'ai à faire, c'est donner des sources, donner des éléments, permettre à chacun de se faire sa propre idée, mais avec des choses qualifiées. L'Europe peut devenir une puissance si elle a envie, mais il faut qu'elle arrête d'acheter du F-35, il faut qu'elle se refasse une autonomie stratégique. Les Allemands sont en train de le faire en partie, les Polonais, massivement, en moyens conventionnels, et tous les autres disposent aujourd'hui d'une force aérienne dont ils ne peuvent pas se servir, puisque le F-35, il y a un bouton, il y a un switch, et tu fais ce que tu veux, sauf si c'est contraire aux intérêts des États-Unis. Sur le Groenland, l'Europe a eu la bonne riposte? Elle a eu un début de bonne riposte, mais à la fin, le président Trump aura ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 traités. Non, il a dit non, au final, il a dit que... Il a obtenu exactement ce qu'il voulait. À savoir 41 et 51, le traité permet aux États-Unis de faire ce qu'ils veulent en matière militaire au Groenland. La seule chose qu'il veut désormais, c'est ouvrir une 2e base sur le passage dit du nord-est afin de précipiter le contrôle des détroits, on va dire, voilà, pour faire simple, au moment de la fonte de la banquise qui s'accélère. Et deuxièmement, il veut avoir le même statut que les bases anglaises à Chypre, c'est-à-dire un statut de pleine souveraineté, j'allais dire d'extraterritorialité, mais j'ai un de mes collègues qui m'a dit il ne faut pas dire exactement ça, donc sois plus précis. Donc je suis plus précis, et c'est-à-dire un moyen de faire ce qu'il veut sans demander l'avis, même pas l'autorisation, de l'autorité. Oui, mais il voulait acheter. Au début, il dit qu'il voulait acheter. Il n'a jamais voulu acheter. Non.
Mais d'ailleurs, ce n'est pas le premier. Truman voulait le C'est faire vrai, pour 100 ça. millions de dollars, Oui, comme d'époque, George de Washington. Oui, ça fait beaucoup, Aujourd'hui, oui. presque 1 milliard. Ouais. Et comme George Washington a envahi le Canada, c'est un tropisme. Ils ont fait la même chose en Alaska. Saint-Pierre-et-Miquelon, le général de Gaulle a dû envoyer une corvette en donnant l'ordre aux soldats français de tirer sur les Américains s'ils voulaient occuper l'île, les îles. Donc les Français qui pensent que Trump est fou et que sa pensée est folle, vous leur répondez quoi? Trump est rationnel, cohérent, mais de temps en temps, il peut avoir des obsessions. C'est d'ailleurs pas le seul homme politique dans cet état-là. Mais il faut lui résister. Oui, il faut y résister pour être respecté. Mais à la fin, il y aura un deal. Il faut lui résister pour le deal. Oui, mais un deal dans lequel nous on sera perdant et lui sera gagnant. Ça dépend. Dans un deal, il peut y avoir deux gagnants. C'est le principe du deal. Ah, dans un deal, il y a deux gagnants? Bah, bien sûr, C'est vrai? Enfin, il y en a un qui gagne plus que l'autre, non? ça dépend. On peut être à 50-50. Vous savez, Ah oui. rien n'est impossible dans le deal. Le deal, c'est un accord, un Non, mais compromis. le 50-50, il comprend le deal à 50-50, Donald Trump? À partir du moment où il a plus au début qu'il Ah, n'avait à la fin, Mmh. il a plus à la fin qu'il n'avait au début, il est très content. Non, non. Droit de douane, c'est clair, c'était à 3% en moyenne droit de douane avant qu'il arrive, on est à entre 15 et 17 Bah, aujourd'hui. c'est déjà ça. Il dit j'ai des dizaines de milliards et d'ailleurs il insiste auprès de la Cour suprême pour qu'elle ne le censure pas sur cette disposition qu'il a prise tout seul sans le Congrès, en disant on aura le plus grand mal à rembourser parce qu'on a gagné des centaines de milliards de dollars, ce qui est économiquement vrai. Payé par qui, la Bah, facture? nous, enfin un peu nous, beaucoup le consommateur américain. Mais oui, ça a été prouvé. Hein. Ah oui, mais ça c'est pas grave, ça se voit pas. C'est pas ce qu'il raconte en tout cas. Non, voilà, exactement. Et la saturation de l'information, c'est le cœur du métier qu'il a appris avec The Apprentice. Et donc aujourd'hui, il est présent. Parce que nous, on en parle quand on le voit ici à la télé une ou deux fois de temps en temps. Mais eux, c'est aux tous les jours. États-Unis, c'est tout le temps. Il est en conférence de presse et en campagne permanente dans le bureau ovale sur sa golfette, en train de faire une conférence de presse, en dialogue avec avec ses copains de Fox News. Et en contrepartie, CNN passe son temps à commenter ce que Donald Trump vient de faire ailleurs. Donc 100% quasiment de l'activité audiovisuelle américaine est concentrée autour des déclarations du président à ceux Trump. qui disent, en finit là-dessus, à ceux qui disent qu'il a trop de pouvoir et que c'est une histoire qui peut mal se finir tellement les contre-pouvoirs sont abîmés. Bah, les contre-pouvoirs sont abîmés parce qu'ils n'ont pas compris que Trump avait la meilleure équipe de juristes de l'histoire présidentielle américaine et qu'il s'est servi de toutes les failles de la Constitution, des non-dits de la Constitution. La Federalist Society, la société qui est justement anti-fédéraliste, paradoxalement, celle qui donne le plus grand nombre de pouvoirs aux États, la compétence la plus exclusive et la plus extensive au pouvoir exécutif, a gagné, mais ils l'ont fait dans le respect du droit. Et d'ailleurs, ils gagnent à peu près la quasi-totalité de ces recours. Alors, la grande erreur, c'est évidemment Obama qui n'a pas osé aller jusqu'au bout du rééquilibrage de la Cour suprême. Mais ça, c'est une preuve de lâcheté, pas une preuve d'intelligence. Il faut lire Trump, Le pouvoir des mots. C'est signé Alain Bauer aux éditions First. C'est passionnant. Merci à vous pour cet entretien. Merci. À bientôt.